Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. On va juste attendre encore quelques minutes, 2-3, pas plus, pour attendre que les différentes personnes se connectent et on pourra débuter à ce moment-là le webinaire. Et en attendant, si vous avez dès à présent quelques questions ou sujets qui vous intéressent d'aborder, vous avez un espace chat et questions qui se trouve normalement à droite, en bas à droite de votre écran. Les gens ont même 3 minutes pour aller se connecter sur la plateforme de Simon et faire un petit investissement locatif s'ils en ont besoin. En effet, vous pouvez aller sur les différents sites si possible. N'hésitez pas, c'est ouvert. Chez Nexity, on a des très beaux programmes aussi pour ceux qui ont besoin d'un bel appartement tout neuf. En tout cas, Flavien, merci pour ton invitation. On est très content d'être là. Bah, on essaye d'en faire relativement régulièrement. Donc, Alors, quel était le thème du précédent? Est-ce que tu t'en souviens? oui, on avait fait sur la thématique de l'attribution chez les bailleurs sociaux, car il y a des nouvelles règles qui arrivent. Et donc, comment gérer les différentes attributions avec en plus une thématique pour certains bailleurs sociaux, c'est-à-dire au final d'avoir un excès d'offres sur des zones non tendues. Et donc, ils se retrouvent à avoir la contrainte réglementaire de l'attribution et en même temps être en concurrence avec du parc privé. Et donc, comment en fait valoriser un bien, même s'il est en bailleur social, en insistant sur la gestion institutionnelle, etc. Et du coup, c'est un par mois? Vous faites un On webinaire essaye par d'en mois? faire un par mois. Après, c'est très dur d'avoir des intervenants de très grande qualité. Donc, merci d'avoir. Et on essaye, oui, de tenir à peu près un par mois. Ouais, chapeau, parce que c'est un beau rythme déjà. Oui, c'est néanmoins un peu de travail, surtout qu'on essaye d'avoir quand même pas mal de contenu. Parce que l'objectif, c'est on essaie au maximum de ne pas pousser, on va dire, les solutions, mais plutôt d'essayer d'apporter l'expertise. Et donc, ça demande toujours un peu plus de travail que pas seulement décliner une présentation commerciale, mais essayer d'organiser autour d'un sujet. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des thématiques qui vous intéressent, qu'on aborde dans les prochains mois, n'hésitez pas. On va certainement réaliser sur la notion de la mixité sociale et du positionnement, par exemple, des bailleurs sociaux sur le logement intermédiaire. Et comment en fait arriver à concilier l'objectif de mixité sociale comme cœur de métier. Il est 30. Tu peux adresser la mixité au sens très large du terme, pas uniquement social. Oui, tout à fait. Oui, en effet. J'ai utilisé le terme social, mais c'est une mixité au sens très large. Je vous propose de débuter. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau webinaire avec comme thématique assez large l'investissement locatif face aux évolutions réglementaires et sociales. Pour information, le webinaire va durer entre 35 et 40 minutes. Ça dépend si on est un peu long. Il est enregistré. Donc, vous avez à tout moment la possibilité d'avoir accès après en replay. Et évidemment, nous enverrons le support pour ce présent, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'être au maximum interactif. Donc, pour essayer d'être interactif, on va faire deux choses. Vous avez un espace chat, et je vois que de nombreux ont vu, donc sur lequel vous pouvez bien évidemment poser vos questions. Et on va également avoir de temps en temps des sondages. Donc, n'hésitez pas à participer, poser vos questions. On organisera une session de questions-réponses à la fin. Donc, vraiment, vous pouvez poser toutes les questions, on essaiera d'y répondre, que ce soit durant ce webinaire ou si on n'a pas la réponse, on abordera le sujet juste après. Dans le cadre de ce webinaire, on a 3 intervenants. Donc, on a moi-même, Flavien Douetto, cofondateur de Hublot, qui est un logiciel de gestion immobilière. Et j'ai le plaisir d'accueillir 2 autres personnes. Simon, sur lequel je ne vais pas tenter de dépeler le nom, je sens que je vais me louper, et qui est donc le cofondateur de Chaka, qui est un acteur qui vous accompagne sur tous vos projets d'investissement locatif et avec une très forte expertise sur la rénovation énergétique. Donc, merci beaucoup, Simon. Merci Flavien. Et François Desgardins,
qui travaille pour une petite entreprise de l'immobilier, Nexity, et qui est en charge des nouvelles offres et de l'innovation. Bonjour à tous. Et donc, pour traiter ce sujet, on a décomposé cette thématique large en 3 grandes parties. La première partie que je vais traiter sur les évolutions sociétales, c'est en fait comment évolue la société autour de cette thématique de l'investissement locatif. En seconde partie, Simon va rentrer sur une thématique centrale des évolutions sociétales, c'est-à-dire comment arriver à récupérer de la rentabilité au travers de son investissement locatif, tout en prenant en compte une notion de durabilité, et en particulier comment concilier tous les aspects de rénovation énergétique dans son projet. Et enfin, François prendra un peu plus de recul et montrera pas mal d'éléments sur les solutions possibles en fonction de la typologie, et aussi en faisant un lien assez fort sur ce qu'on peut voir sur des éléments hors résidentiel, et en particulier sur le tertiaire, qui pourra avoir des implications sur les évolutions réglementaires en particulier. Pour commencer, je vais faire une rapide introduction avec quelques métriques sur l'investissement immobilier. Donc, année 2021, année record, énorme volume de transactions, donc de ventes, plus d'1 million, 1,2 million. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'investissement locatif devient prépondérant. On est passé d'un investissement locatif qui représentait 20% des volumes de transactions il y a quelques années à aujourd'hui quasiment un tiers, avec une forte hausse. Et sur en fait la thématique de l'investissement locatif, ce qu'on constate entre guillemets malheureusement en France, c'est qu'on reste toujours sur un grand élément de déséquilibre entre l'offre et la demande. À droite, vous avez une petite carte qui symbolise donc la France et qui fait apparaître graphiquement les écarts qu'on peut constater entre les grandes métropoles et le reste de la France. On voit qu'autour des grandes métropoles, on reste dans une situation très très tendue, alors que dans le reste du pays, on a quasiment un excès d'offres. Et donc, en plus d'avoir aujourd'hui une demande très forte, elle est en fait aussi très concentrée à quelques éléments. Et malheureusement, quand on essaie d'étudier un peu l'offre en se disant peut-être il y a une demande forte, il y aura peut-être un rééquilibrage de l'offre, on constate que malheureusement, l'offre n'augmente pas autant que prévu. Donc sur le neuf, on reste toujours à des niveaux au final assez stables de construction. Selon plusieurs effets, le foncier devient cher, il y a des nouvelles contraintes réglementaires, donc beaucoup de thématiques qui empêchent aujourd'hui d'avoir un vrai relais sur la partie neuf. Et quand on se consacre sur l'ancien, aujourd'hui on a des nouvelles problématiques de mise à disposition de la location sur l'ancien, c'est les évolutions réglementaires. Donc vous avez vu, je pense, passer pas mal de communication autour de la loi qui a été mise en place au 1er janvier et qui va avoir une application progressive qui va faire en sorte que aujourd'hui, dans le cadre de la location, donc de la disponibilité du logement, mais également dans l'indice de revalorisation du loyer, l'importance essentielle va être mise sur le diagnostic thermique, et avec un effet assez fort à prévoir sur la possibilité d'extension du parc locatif sur les passoires thermiques. L'autre élément de société... Si je peux me permettre d'ajouter un mot pour aller dans ton sens. Alors, effectivement, nous, on est le plus gros promoteur français. On constate tous les jours les phénomènes que tu viens de décrire, avec par ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est que les gens ont peur de la verticalité. Donc quand on essaye de prôner la construction de logements neufs via la verticalité, clairement, on a une forme de culture nationale qui est très empreinte des cités HLM qui ont été construites dans les années 70 et qui renvoient une assez mauvaise image de la verticalité. Et puis, sur l'horizontalité, on a ce qu'on appelle effectivement l'étalement urbain, qui fait que bien évidemment, plus on s'étale, plus on va polluer les sols. Et donc, on a une puissance publique au sens large du terme, à commencer par les maires, qui finalement se retrouvent dans un espèce d'étau, y compris parce que nous, les citoyens, on leur renvoie ça aussi, sur lequel ils ne veulent pas de verticalité, ils ne veulent pas d'horizontalité. Donc, comment apporter du logement neuf sans faire ni dans la verticale, ni dans l'horizontale? Si quelqu'un a la réponse, on est preneur chez Nexity. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'on constate tous les jours. Et donc, tes chiffres, clairement, je témoigne que nous les vivons au quotidien. Alors, on espère que sur cette nouvelle présidence, ce nouveau mandat, on aura un grand ministère de l'immobilier capable de prendre un peu la main sur tout ça et d'accompagner le mouvement. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on ne construit pas assez en France. Alors, bien évidemment, je suis exactement, on pourra me taxer d'avoir un vrai intérêt à avoir envie de construire, mais c'est une réalité, et ça crée une tension sur les prix, in fine, qu'on constate tous en tant que citoyens et en tant que clients, consommateurs, ou tout simplement en tant que gens qui cherchons un toit. C'est que, effectivement, malheureusement,
les prix ne font qu'augmenter et notre sentiment, c'est que ça ne va pas s'arrêter. En effet. Et l'autre thématique que l'on constate, c'est que si on revient sur la thématique de la rénovation énergétique, derrière en fait la volonté de faire des actions, c'est en fait très compliqué. C'est très compliqué que ce soit même en tant qu'individu pour comprendre un peu toutes les aides, mais également en copropriété, où là en fait la difficulté est d'arriver à concilier vie en collectivité et action plus concrète sur les éléments. Et en tant qu'individu, même moi j'ai testé un peu ma prime rénov. Donc, je ne sais pas si vous avez testé, donc Simon connaît bien, je pense, en expertise, mais je trouve le dispositif très très compliqué. Et aujourd'hui, je constate qu'on n'arrivera pas à arriver à faire face aux enjeux de rénovation énergétique sans une clarification de l'offre, mais aussi sans s'appuyer sur des vrais experts pour vous accompagner, parce qu'à titre personnel, j'étais un peu perdu. Et encore, ma prime rénov, c'est qu'une partie des aides. Et si Oui, tu remets derrière les C2E, les certificats d'économie d'énergie, tu verras que c'est une jungle encore bien plus opaque que celle de ma prime rénov. en effet. Sur Nos feuilles, le... nos Vas-y, feuilles je t'en prie, d'impôt. Je dis, en cette période où nous avons tous le plaisir de remplir nos feuilles d'impôt, une explosion, effectivement, des demandes de gens qui sont perdus et qui nous disent, bah, finalement, j'ai fait ça, est-ce que j'ai le droit d'avoir un avantage fiscal en déclarant ceci, comme cela? Enfin bon, je pense qu'il y a sincèrement, côté puissance publique, ils essayent de faire un effort malgré tout pour simplifier, mais il n'empêche, ça reste assez complexe. Les gens ont peur de faire des bêtises. Et du coup, on a aussi plein de gens qui ne vont pas vers la rénovation énergétique uniquement parce qu'ils ne savent pas bien ce à quoi ils ont le droit, comment ils peuvent en bénéficier, peur de faire une bêtise, de se retrouver avec des redressements ou des rappels. Donc c'est vrai que on sent que la puissance publique, notamment avec les fameux PIA, hein, plan de relance et ainsi de suite, essaye de nous inciter collectivement à y aller vers la rénovation, mais ça reste, alors une jungle, le mot est peut-être un peu fort, mais ça reste un parcours du combattant. Et pour finir sur cette introduction, ce qu'on constate aussi, c'est que l'ensemble de cette évolution de société fait en sorte qu'aujourd'hui, un projet d'investissement locatif a pas mal évolué en termes de conception. Auparavant, on se focalisait entre guillemets sur la rentabilité et même la localisation. Et là, aujourd'hui, on voit que du fait de l'évolution des contraintes réglementaires, il faut une réflexion sur le durable, qui est aussi une réflexion qui n'est pas uniquement liée à la réglementation, mais qui est aussi profonde. Je pense que dans la société, aujourd'hui, on cherche tous à réfléchir avant d'agir sur l'impact durable. Le second point qui correspond à aussi une évolution de la société sur des choses sur lesquelles on est beaucoup plus nomade, on veut peut-être avoir des éléments plus diffus en termes d'investissement, et donc on réfléchit aussi sur avoir une stratégie d'investissement un peu différenciée. Et ça, on le voit d'ailleurs sur l'émergence pas mal de plateformes qui proposent par exemple l'investissement fractionné. Mais de manière plus générique, également le support d'investissement change. Donc que ce soit par les usages, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent du co-living, il y a des gens qui cherchent d'autres expériences, mais aussi en termes de projet, c'est-à-dire de positionnement de valeur, même en tant qu'investisseur. C'est-à-dire comment, en fait, au travers de mon projet, je veux aussi faciliter ma location, ma gestion, en proposant de quelque chose beaucoup plus différent qu'un simple toit sur la tête. Et ça, c'est un projet qui concerne le locataire, le gestionnaire et l'investisseur. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail sur, en fait, qu'est-ce que ça a comme implication, cette évolution de société, en m'adressant d'abord sur la gestion locative. Le premier élément que joue ce positionnement au travers de l'immobilier, c'est qu'au final, l'immobilier va redevenir un secteur comme ce qu'on constate sur d'autres pans de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent de l'interaction, du service client, de l'accompagnement. Alors, je sais que c'était sans attaquer totalement le secteur immobilier, mais c'est un secteur qui évolue vers des standards qu'on constate dans d'autres pans de la société. Quand je fais des commandes ou quand j'échange avec un commerçant, je m'attends à une réponse immédiate, à une réactivité, à du service client. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé et qui est beaucoup demandé dès la candidature pour un logement. Et donc, côté résident, il va y avoir une forte demande sur la possibilité d'avoir un échange assez important. Ce qui est très intéressant, c'est que cette logique de service client, en fait, n'est pas qu'à destination du résident, elle est aussi pour le gestionnaire et l'investisseur. Et aujourd'hui, il y a une réflexion assez forte de considérer que dans la manière d'amener un projet, je vais en fait transmettre une marque. Donc ça l'est vrai pour des institutionnels, pour, je ne sais pas, des filiales d'assurance qui ont un parc immobilier important. Ça peut être pour eux un moyen aussi de valoriser
leur patrimoine en démontrant qu'il y a une gestion marquée par X ou Y, mais également en tant que nouvel acteur, de se positionner de manière différente avec un parcours de candidature beaucoup plus souple ou une manière d'interagir beaucoup plus importante. Et cette implication, en fait, cet état d'esprit de transition, elle permet aussi de mieux gérer. C'est-à-dire d'aller dans une gestion aussi qui diffère un tout petit peu avec une logique de stockage de l'information, d'action liée à l'information, ce qui pousse aussi de plus en plus à un repositionnement du gestionnaire. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un peu une approche d'agence locative où, bon, on trouve le locataire, s'il y a des emmerdes, on essaye un peu de gérer, mais ça s'arrêtait un peu là, à avoir un positionnement de gestionnaire qui va amener des services complémentaires et finalement de raisonner sur quasiment une logique de bien-être résident dans son accompagnement. Et évidemment, derrière ces belles paroles, en fait, il y a toujours plusieurs problématiques. Et une des problématiques, c'est qu'en fait, pour répondre à ces éléments-là, il faut avoir une logique, entre guillemets, d'outils ou de process. Et l'idée est assez simple, c'est de dire, quand je veux pouvoir positionner ma marque, pouvoir faire en sorte que le gestionnaire échange avec le résident ou que l'investisseur ait une visibilité sur ces éléments-là, il me faut en fait avoir construit tout un élément. Et donc, il y a une vraie réflexion si on veut arriver à mettre en pratique ces éléments-là autour d'un travers d'un outil. Et ce qu'on constate, mais qui va prendre plusieurs années, c'est qu'il va y avoir une évolution de l'offre également dans la logique de services associés au logement. Comme aujourd'hui, on est en train de passer d'une logique individuelle à souvent à des espaces partagés, au travers de l'allocation ou même au travers de services associés qui peuvent être des casiers connectés, des systèmes de livraison, ou quand on est sur des promotions neuves avec des espaces de coworking et autres, on s'aperçoit que donc le rôle du gestionnaire va un peu dépasser uniquement l'attribution d'un logement, mais s'assurer que l'ensemble des services mis à sa disposition puissent être correctement utilisés. Mais un des enjeux, et ça j'insiste beaucoup, malgré que je propose un logiciel n'est qu'un outil. Et donc, l'utilisation de l'outil va également dépendre de la capacité d'accompagnement d'acteurs au travers de ça. Et donc, justement, sur la seconde partie que va présenter Simon, c'est de démontrer que au travers, finalement, des évolutions de société, amène une importance très importante sur, finalement, un positionnement très marqué et une capacité d'accompagnement sur des projets très, très spécifiques. Merci Flavien pour l'introduction. Je vais essayer dans la veine de ce qui a été présenté précédemment, de vous illustrer comment est-ce que on pense qu'on peut concilier rentabilité et durabilité. C'est un sujet qui est extrêmement important pour nous chez Chaka. Nous, on est un acteur de l'investissement locatif clé en main. Depuis le début de notre histoire, et il y a maintenant 1 an, on a eu à cœur d'intégrer dans notre développement cette notion de développement responsable, à la fois dans le propre développement de l'entreprise et la manière dont on développe l'entreprise Chaka, mais à la fois dans les projets d'investissement locatif qu'on met en place pour nos clients. Et pour démarrer, déjà, pourquoi est-ce que ça me paraît important de concilier rentabilité et durabilité? Tout simplement parce qu'on voit aujourd'hui et quand on lit les rapports du GIEC, pour ceux qui les lisent, on voit qu'il y a un enjeu extrêmement fort de corriger le tir sur le sujet du dérèglement climatique, qu'on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Il nous reste moins de 10 ans pour réussir à contenir les dégâts qui ont déjà été faits vis-à-vis de l'environnement, sous peine de voir des conséquences qui seront catastrophiques. Les conséquences seront déjà catastrophiques, mais on peut limiter un petit peu les conséquences si on agit vite dans les 10 prochaines années. Donc je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort aujourd'hui dans tous les domaines de regarder comment est-ce qu'on peut concilier intelligemment les enjeux économiques et les enjeux de durabilité. En immobilier, moi, j'identifie 2 axes importants en termes de durabilité. Il y a un premier axe qui est social et un deuxième axe qui est environnemental. L'axe social, c'est comment est-ce que je peux favoriser l'accès au logement décent, de qualité, à des prix modérés. L'axe environnemental, il est comment est-ce que je peux contribuer de par mes projets immobiliers à la transition écologique. Alors, l'axe social, selon moi, il s'obtient beaucoup, notamment en France, avec une logique de type conventionnement ANA. En tout cas, je parle d'un investisseur immobilier qui investirait dans l'ancien pour faire de l'investissement locatif. On l'a beaucoup dans une logique de conventionnement avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat.
qui permet, via des conventionnements, de loyers modérés, de retirer derrière un certain nombre de bénéfices en termes d'aides, et d'avantages fiscaux. Heu et le conventionnement ANA est très inégal, selon la région et la ville dans laquelle on évolue, puisqu'il y a des plafonds au mètre carré de loyer qui sont assez basiques et assez standards. Je crois qu'on a 2 ou 3 zones pour couvrir toute la France. Forcément, les loyers au mètre carré, varient quand même assez radicalement d'une ville à l'autre, d'une très grande ville à une ville moyenne, à une petite ville. Donc l'impact de mettre en place un conventionnement ANA et de proposer du logement à loyer modéré, sur son projet locatif peut être faible ou fort selon, la zone dans laquelle on opère. Et ensuite, il y a un deuxième axe qui me paraît extrêmement important aussi, puisqu'aujourd'hui le logement en France représente 40 des émissions de gaz à effet de serre. C'est celui, de l'isolation, de la rénovation, énergétique, et de la prise en compte de cet impact environnemental dans nos projets d'investissement locatif. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe et pour être présent dans un certain nombre de forums, de groupes de discussion d'investisseurs immobiliers, depuis que le gouvernement a annoncé cet été, avec la réforme du DPE, le calendrier d'interdiction de louer, donc avec tous les biens qui sont dits passoires thermiques, donc tous les DPE qui sont E, F et G, qui seront progressivement interdits à la location, donc à partir de 2023 et puis jusqu'à 2034, donc ce qui va très vite, hein, c'est 12 ans pour mettre aux normes un tiers du parc locatif français. Hem, Avec ces annonces-là, on a énormément de stress et de peur et d'angoisse du côté des investisseurs. Beaucoup de gens qui se réveillent en disant: «Mince, j'ai un logement qui est en E, qui est en F, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est une catastrophe». Et j'observe vraiment beaucoup de peur et de stress du côté des investisseurs sur ce sujet-là et donc j'ai choisi aujourd'hui d'axer plutôt, cette présentation sur le sujet de la rénovation énergétique et de voir est-ce qu'il est possible de concilier un projet d'investissement locatif qui reste rentable, qui reste intéressant, avec de la rénovation énergétique? Ou est-ce que finalement le fait de faire de la réno énergétique, ça nous condamne à réduire assez drastiquement, la rentabilité de nos projets d'investissement locatif? Et c'est l'axe, aussi de développement qu'a choisi Chaka, puisque sur chacun des projets d'investissement locatif sur lequel on accompagne nos clients, on intègre une rénovation énergétique pour garantir à nos clients investisseurs un DPE au moins D, à l'issue des travaux. Alors j'ai choisi pour ça de vous présenter d'un cas réel sur lequel on a accompagné des clients. Et on a eu un gros débat avec nos clients sur l'enjeu de faire la rénovation énergétique et l'impact que ça pouvait avoir. Alors on avait fait une analyse pour eux de comparaison, de 2 scénarios. Un scénario où on se contentait d'une rénovation, classique, on va dire remise à neuf du bien, mais sans intégrer de rénovation énergétique particulière, et un scénario où on rajoutait la rénovation énergétique. Donc il s'agit d'un projet qui est sur la ville d'Amiens, qui est une maison de 5 chambres, un peu plus de 100 m², qu'on a, rénové sur un format co-living, donc avec 5 chambres, avec des salles de bain privatives, donc un format co-living jeunes actifs, projet qui est aujourd'hui terminé. Il s'agissait d'une maison construite en 1960, équipée d'une chaudière à gaz récente et avec un DPE initial qui était à la lettre E, donc 312 kWh par mètre carré par an. Donc E, in fine, on est dans un schéma un petit peu où beaucoup d'investisseurs hésitent puisqu'on se dit finalement E, j'ai jusqu'à 2034 pour le mettre aux normes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire quelque chose maintenant? Est-ce que j'attends? Et donc on a analysé pour nos clients l'impact de faire ou non la réno énergétique. Et donc je vous ai présenté ici, alors je suis désolé, c'est un petit peu petit, je vais essayer de vous le détailler. Je vous ai présenté ici, l'impact, avec 2 scénarios. Scénario A où, on ne fait pas la réno énergétique, donc on se contente d'une remise à neuf du bien, réno de type entre guillemets «esthétique», hein, de la peinture, des cloisons, des sols, des plafonds, voilà, de l'électricité, toute une réno traditionnelle sans réno énergétique et un scénario B où on intègre en plus la réno énergétique. Donc vous avez dans les sections, vous avez 4 sections. La section première section, c'est le montant total du projet avec le prix d'achat du bien, le montant des travaux, le montant de l'ameublement et les frais de notaire. En dessous, vous avez les revenus, donc vous avez les loyers hors charges plus les charges qui sont facturées aux locataires, dans une hypothèse en plus ici de co-living où du coup les charges sont payées par le propriétaire et refacturées aux locataires. Et ensuite, vous avez toutes les dépenses annuelles à la charge du propriétaire, donc vous avez sa taxe foncière, vous avez le remboursement de son crédit, son annuité d'emprunt, les charges courantes qui correspondent aux charges qui sont refacturées aux locataires, une assurance propriétaire non occupant, le coût du turnover, le coût de la gestion locative et de la garantie loyer impayé. Et enfin, en dessous, vous avez votre cash flow annuel qui correspond à la différence entre les dépenses et les revenus, un rendement brut qu'on obtient en divisant le montant des loyers par le coût, d'achat du bien plus travaux et ameublement, et un rendement net qu'on obtient en soustrayant, en divisant les loyers moins toutes les charges, divisé par le montant total du projet. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui change entre ces 2 projets. Donc vous voyez, alors j'ai mis en jaune clair dans la colonne, 2 scénario B, j'ai mis en jaune clair ce qui change.
Alors vous avez bien évidemment le montant des travaux qui change, hein, de manière assez significative, hein, puisque entre, faire uniquement des travaux de rénovation simples ou rajouter la réno énergétique, vous avez 35 de travaux en plus. Donc ça a un impact qui est quand même non négligeable, qui fait augmenter le coût total du projet de 7. Donc ça peut poser un problème puisque vous avez du coup un montant total de projet qui augmente, du coup une enveloppe plus importante à aller chercher auprès de la banque ou potentiellement un peu plus d'apport à mettre. Donc il est clair que faire de la réno énergétique, ça coûte plus cher que de ne pas en faire. Et donc ça va avoir un impact en termes de montant total du projet. Et ça peut, si vous étiez ric-rac, avec votre financement et que le projet passait tout juste, ça peut, rendre le projet difficile à faire financer auprès de la banque. Ça, c'est un premier impact. Il est vrai que ça a un impact. Deuxième case qui bouge, on voit que, grâce à la réno énergétique qu'on entreprend dans le projet B, dans le scénario B, on diminue assez significativement les charges qu'on va refacturer aux locataires, puisque toutes les charges, significatives de chauffage et eau chaude sanitaire notamment, vont diminuer de façon importante. Et donc on peut se permettre de réévaluer les loyers légèrement à la hausse, puisque les locataires regardent un loyer charges comprises et pas un loyer plus des charges. Donc on peut se permettre de revoir légèrement à la hausse les loyers si on veut arriver au même montant, de loyer charges comprises, qu'au scénario A. Donc là, avantage en la faveur du scénario B, on peut remonter du coup un peu le loyer puisqu'on a moins de charges. Ensuite, qu'est-ce qui change d'autre? Donc on le voit un petit peu plus bas. Ce qui change d'autre, c'est que vous avez, l'annuité de crédit qui va monter un petit peu puisque le crédit est un peu plus élevé. On a raisonné dans les 2 cas avec le même montant d'apport, dans scénario A et scénario B. Donc forcément, le scénario B étant un peu plus cher, le crédit va augmenter un petit peu, donc vous avez un peu plus de crédit à financer. Donc vous avez votre mensualité de crédit qui augmente. Les charges courantes qui baissent forcément puisqu'il y a moins de charges. Et donc, si on regarde, vous vous rendez compte qu'entre un scénario A et un scénario B, vous avez finalement, un scénario B qui est un petit peu défavorable en termes de montant total de projet, un peu plus de projets à financer. En revanche, en termes de cash flow, on est quasiment à l'identique avec un léger avantage, au scénario B, avec un tout petit peu plus de cash flow qui est lié à la réduction des charges. En termes de rendement brut, forcément, le rendement brut est plus faible dans le scénario B, puisque le rendement brut étant calculé en divisant les loyers sur le coût d'achat, plus travaux, plus ameublement, forcément avec plus de travaux, vous baissez votre rendement brut. Donc là, un impact assez fort sur le rendement brut. Et on se rend compte qu'en termes de rendement net, puisqu'en rendement net, on va déduire toutes les charges, on est ISO. Donc on se rend compte que finalement, l'impact ici d'intégrer une rénovation énergétique, il y en a un. Ça peut être problématique, notamment dans l'obtention de son crédit, où ça peut nécessiter un peu plus d'apport puisqu'un peu plus de travaux. Donc il est clair qu'il y a un impact. Néanmoins, quand on raisonne en termes de cash flow et de rendement net, on est sur quelque chose qui se tient complètement. Et donc on voit en termes de différence entre le scénario A et le scénario B. Scénario A, on était sur le réno intégral. Alors je vois une question, sur, le prix d'achat du mètre carré. Déjà, on est sur le prix de rénovation au mètre carré, on est sur de la réno, qui est pas en Île-de-France, et on est sur une réno où on cherche à garder un maximum de tout ce qui peut être gardé. Donc, je dis réno intégrale, on va dire que c'est remise au propre complète du bien. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, certains sols, il y a des salles de bain qui ont été conservées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées en l'état. C'est pas une réno, à neuf complète du bien, d'où le prix au mètre carré qui reste assez contenu pour une réno. Et donc entre A et B, dans le scénario B, la différence, c'est qu'on a rajouté en thermique une isolation, des murs qui donne sur l'extérieur plus des combles, remplacement d'huisserie qui était peu performante, pose d'une VMCI gros B, et ajout d'un dispositif d'intermittence et de régulation performant sur la chaudière, qu'il s'agit d'une chaudière à gaz qui était déjà moderne, mais avec pas de dispositif de régulation performant. Et donc on arrive, en scénario B à un DPE-C, donc une réduction quasiment de moitié de la consommation énergétique du bien. Et avec une information aussi, importante, c'est que le montant total des travaux dans le scénario B, le montant qui est présenté dans le tableau, est un montant de travaux déduit déjà d'aides, et il y a un petit peu d'aide sur un projet comme celui-là. Elles sont assez faibles puisqu'il s'agit d'un projet d'investissement locatif avec propriétaire bailleur. C'est essentiellement des aides qui viennent des C2E, et donc le montant qui est présenté dans le tableau est un montant, net d'aide. Donc voilà, on voit que finalement, en termes de rentabilité pure, l'impact de la réno énergétique a certes un impact sur la rentabilité brute, mais quasiment pas sur la rentabilité nette et le cash flow. Donc ça reste pas du tout, déconnant d'intégrer la rénovation énergétique dans un projet quand on raisonne rendement. Et après, il faudrait raisonner également, plus-value du bien. Là, c'est quelque chose qui est pas du tout pris en compte, dans ce modèle-là, parce que ça reste très spéculatif. Mais aujourd'hui, on a des études des notaires qui montrent que, tous les biens qui ont des étiquettes énergie A, B et C se vendent nettement plus cher par rapport à un prix moyen de marché que des biens qui ont, des étiquettes énergie E, F ou G.
Donc il faut aussi prendre en compte le fait que ces travaux d'économie d'énergie et donc d'amélioration de DPE vont avoir un impact assez fort sur la plus-value à la revente. Donc on voit ici les 2 DPE avant-après. D'ailleurs le DPE après travaux qui est toujours barré avec la mention après travaux. Donc on passe de 312 à 42. Et ensuite ici je voulais vous montrer un truc pour terminer qui est intéressant, qui est le résultat d'un audit thermique. Alors sur un projet beaucoup plus gros. L'audit thermique, vous savez, c'est ce qui va devenir obligatoire pour les passoires thermiques, donc tous les biens G à partir de l'année prochaine, et puis petit à petit en remontant les DPE. L'audit thermique, c'est bien plus complet que le diagnostic de performance énergétique. On y a recours sur un certain nombre de projets. L'audit thermique, là, c'est une étude qui va bien plus loin. C'est un dossier d'une 60aine de pages qui vous analyse le bien et son fonctionnement dans sa globalité et qui vous propose ensuite plusieurs scénarios pour améliorer la performance énergétique du bien. Et donc on voit ici un scénario avec les 3 scénarios résultats d'un audit thermique. Donc ça, on l'a fait avec un de nos partenaires qui est un bureau d'études en thermique des bâtiments. Et ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 scénarios à 3 coûts différents. Alors c'est un très gros projet, hein, donc les montants de travaux sont importants sur la partie purement énergétique, mais c'est pas ça qui est important. Donc on voit qu'on a un premier scénario avec 121 000 € de travaux, où on arrive finalement avec un DPEC et un indice d'émission de gaz à effet de serre B en fin de travaux. Un deuxième budget à un peu plus de 128 000 € où on est B et A, avec 88 kWh par mètre carré par an. Et enfin, un troisième scénario qui est le moins cher de tous et qui est à 113 000 et où on arrive en B avec 60 kWh par mètre carré par an, donc mieux qu'au scénario précédent. Et on arrive également en A en émissions de gaz à effet de serre, mieux que le scénario précédent. Tout ça pour dire que quand on fait les choses intelligemment et qu'on travaille avec des bureaux d'études thermiques notamment, qu'on fait des audits énergétiques, on peut avoir des bonnes surprises et on peut faire des rénovations qui sont performantes, qui amènent de très bons résultats, sans forcément que le coût soit démesuré. C'est pas parce qu'on fait mieux qu'on va avoir un coût qui explose. Parfois, on peut faire mieux en étant plus intelligent dans la manière de faire les choses et en gardant le coût assez contenu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais laisser la parole à François. En conclusion, je voulais juste vous dire que pour nous, pour chacun, intégrer la rénovation énergétique dans les projets d'investissement locatif, c'est complètement cohérent. Premièrement, en termes de budget, on voit que ça reste contenu modéré, que ça n'impacte pas trop la rentabilité, que les perspectives de plus-value à la revente s'en trouvent améliorées. Ça vous met à l'abri des interdictions de louer qui ont été annoncées, qui, même si on peut imaginer que peut-être les calendriers seront un petit peu assouplis avec le temps, la direction est quand même donnée. Et de plus en plus, puisque la notion de performance énergétique va être de plus en plus mise en avant dans les annonces de location, de plus en plus ce sera un avantage concurrentiel non négligeable pour être capable de louer son bien à un bon prix. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est parfaitement cohérent et c'est même indispensable d'intégrer la réno énergétique dans les projets. Et j'ai un petit peu dépassé, je laisse la parole à François. Je te rassure, Simon, c'était très bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de solutions, mais en tout cas, je vais essayer de rebondir sur quelques éléments qui ont été échangés par Flavien et par Simon. D'abord, pour commencer sur l'expérience client et ce qu'a expliqué Flavien sur l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux acteurs, c'est évident que par essence, dans l'immobilier, il y a un mot, c'est immobile. Donc oui, on va être honnête, de manière générale, les grands acteurs de l'immobilier ont eu du mal à rentrer dans la logique d'un rapport différent à leurs clients. Et on reste quand même avec un marché qui est très fragmenté. Et même si au sein de ce marché, on est sans doute le plus gros acteur français. Donc on a toute une industrie, toute une économie qu'il faut mettre en mouvement. Et il faut la mettre en mouvement avec deux axes. Et c'est assez marrant parce qu'on en a bien parlé aujourd'hui. D'un côté, il y a une expérience client qui est à réinventer à travers une facilitation d'usage et d'accès à de l'information qui reste encore trop technique pour beaucoup de gens. Et puis de l'autre côté, on a effectivement cet enjeu sociétal qui arrive à travers l'environnement et qui fait que peut-être qu'on ne comprenait pas très bien il y a 10 ans ce qui était en train de nous arriver et qu'aujourd'hui, on a une forme de sensibilité de l'ensemble de la communauté des acteurs de l'immobilier, mais de manière plus générale, hein, de l'ensemble de la population, bien sûr, qui nous oblige, et c'est très bien, à avancer plus vite. Alors, chez Nexity, on n'a pas rien fait quand même. On va parler de rénovation, mais de manière générale, nous, on est le plus gros promoteur immobilier français. On n'est pas une foncière, on ne détient pas d'actifs, on les construit pour les autres. On les construit pour les bailleurs sociaux. On a à peu près un tiers de notre production qui part chez les bailleurs sociaux.
on les construit pour des primo-accédants et des familles. Et là, on voit bien, ça a un peu été dit que la nature même de nos clients est en train de changer. Vous avez une explosion de la cellule familiale qui se poursuit. C'est assez malheureux. Personne n'en est très content, mais c'est une réalité de marché. On va avoir de plus en plus de gens qui vivent seuls ou seuls avec des enfants, alors qu'il y a encore quelques années, on avait de l'intergénérationnel sous le même toit. Ça, c'est quelque chose qui se termine, ce qui souligne une fois encore ce qu'expliquait Flavien en début sur la nécessité d'avoir plus de logements. Il faut plus de logements parce que les gens vivent de plus en plus seuls. Une fois encore, je ne dis pas que tout ça est très encourageant sur notre société, mais c'est une réalité. Et puis on a des seniors qui vivent de plus en plus longtemps, qui se portent bien de plus en plus longtemps, et eux aussi restent dans leur logement. Et donc, voilà, cette tension, elle existe, elle est réelle. Nous, on est le numéro 1 français sur la construction bas carbone. Depuis que le label BBCA existe, c'est-à-dire depuis 2 ans, on l'a gagné les 2 années de suite. Il n'empêche qu'on n'est pas content. On n'est pas content parce qu'on sait qu'on peut, parce qu'on sait qu'on doit faire mieux. Alors, ça passe par plein de petites actions. Qui vont bien évidemment aller des procédés constructifs. Quels sont les matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui dans la construction? On est le numéro 1 français sur la construction bois, mais il n'empêche qu'on ne fait que quelques pourcents de notre production en bois, donc on espère en faire de plus en plus. On mène d'autres sujets sur le prix du bois. Est-ce qu'on a une industrie en France capable de produire du bois pour pouvoir construire en bois? Et quand on veut rénover, on se retrouve exactement avec le même sujet. Si vous voulez rénover en utilisant moins de béton et un peu plus de bois, comme tout le monde, vous allez devoir acheter du bois. Ça a été assez intéressant pour ceux qui vont chez Castorama ou je ne sais trop qui, de voir par exemple la vitesse à laquelle l'OSB, qui est un matériau pas cher au départ, a augmenté ces derniers mois. Ça a été assez incroyable. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'après la crise Covid, on a le droit à la guerre en Ukraine. Vous savez que les pays de l'Est fournissent une bonne partie du bois qu'on utilise en France. Donc, bien évidemment, la tension est toujours là. Et puis, les tensions entre la Chine et les États-Unis amènent aussi des hausses de prix parce que quand les États-Unis n'achètent pas à la Chine, elle achète en Europe et mécaniquement, il y a une hausse de prix. Il n'empêche qu'on va continuer, nous, à construire en bois. On essaye de mettre en place, de structurer la filière pour qu'il y ait des scieries qui réapparaissent, pour qu'il y ait des usines de transformation qui réapparaissent, et pour qu'enfin, on ait une génération, j'ai envie de dire, de maçons qui sachent travailler le bois. La France est un grand pays de ciment. Farge et les 3 grands BTPis français, Bouygues, Eiffage et Vinci, c'est des industries de béton. Il faut qu'on arrive à reformer toute une génération d'artisans capables, en rénovation comme en construction neuve, de venir nous apporter des solutions sur lesquelles ils travaillent d'autres matériaux que le béton. Le bois, le chanvre, on a été jusqu'à regarder le bambou. Alors, le bambou, c'est très intéressant, c'est un matériel qui est très solide. Le problème, c'est que comme il vient de très loin, finalement, l'économie carbone que vous faites en utilisant du bambou, vous la perdez dans le coût de transport pour le faire venir des pays asiatiques en Europe. En tant qu'entreprise, on a plein de petites actions qu'on essaye de mettre en place, mais que chacun d'entre vous, en tant que citoyen, vous essayez de mettre en place à votre niveau. Alors chez nous, ça va être, on n'a plus de gobelets en plastique, on les a interdits par nous. Nos mobiliers qu'on utilise pour nos bâtiments de bureau, on les donne à Emmaüs ou on les envoie sur des plateformes de recyclage. Et pour revenir à des choses un peu plus structurantes, on a formé tous nos collaborateurs sur la fresque du climat pour qu'ils comprennent bien, pas uniquement les sujets qui ont trait aux procédés constructifs, mais qui comprennent bien l'enjeu sur la biodiversité de l'étalement urbain. C'est-à-dire que quand vous faites de l'étalement urbain, oui, vous coupez des arbres, mais en réalité, vous chassez des espèces aussi. Et donc ça, c'est un sujet qu'on aborde sans doute pas assez. Et toute cette pression globale fait qu'effectivement, et ça, Simon en a un peu parlé, on commence à voir arriver des véhicules d'investissement qui sont au final nos donneurs d'ordre, qui sont des véhicules qui ont été montés avec des levées de fonds qui ont été faits selon des critères environnementaux, j'ai envie de dire enfin, qui font que cet argent a été élevé auprès de gens comme vous et qui ont dit je vous donne mon argent, mais la condition c'est qu'il soit utilisé avec ces critères environnementaux-là. Et ça c'est intéressant parce que ça nous amène enfin à pouvoir se mettre autour d'une table en disant pour atteindre les critères définis par le fonds, voilà ce qu'il va falloir faire. Alors voilà ce qui va. Alors ces grands fonds, ça a été très bien dit, et d'ailleurs c'est de là que viendra d'abord la première transformation du marché. C'est tout un tas de noms de grandes foncières que vous connaissez parce que vous en entendez parler sans trop savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Donc des Gecina, des Allianz, des Groupama, des Swiss Life. Tous ces gens-là ont des gros portefeuilles financiers d'investissement. Ils achètent massivement des bâtiments un peu partout en France. Les bailleurs sociaux aussi, bien sûr, même si je pense quand même que le segment des bailleurs sociaux, depuis plus longtemps, fait des efforts importants sur le sujet. Et ils ont aussi des portefeuilles.
Et dans ces portefeuilles, la réglementation telle qu'elle évolue va commencer à leur remonter des actifs toxiques. Vous savez, en bourse, vous pouvez avoir des actions toxiques ou des actions, des obligations, des choses que vous avez achetées dont vous savez qu'elles ne valent plus rien. Eh bien, aujourd'hui, un certain nombre de grands propriétaires sont en train de se rendre compte que la réglementation évoluant tellement vite, s'ils ne font pas la rénovation énergétique de leur bien va tout simplement valoir zéro. Et là, je reviens sur ce qu'expliquait Simon avec les étiquettes. On va les avoir très rapidement dans le tertiaire, dans les immeubles de bureaux, beaucoup plus rapidement en réalité que le secteur du logement. Et sur ces éléments-là, là, pour le coup, les investisseurs n'ont pas de choix. Il va falloir que les actifs, quand ils vont essayer de les revendre, ne vaudront plus rien. Et donc, on va avoir un effet de levier qui va faire que, oui, il n'y aura pas de miracle. Il va bien falloir que quelqu'un paye. Mais par contre, il ne va pas y avoir de miracle non plus. Il va bien falloir le faire. Donc, moi, je ne vais pas essayer de dire qu'aujourd'hui, on saura faire des bâtiments moins consommateurs de carbone sans que ça coûte d'argent. Parce que je pense que même si on a un certain nombre de dispositifs fiscaux, la réalité à la fin, c'est que ça coûte de l'argent quand même. Mais j'ai envie de dire, on ne va pas avoir le choix. Et ça, c'est plutôt, de mon point de vue, une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des filières de réemploi. Ça veut dire qu'il faut qu'on forme ce qu'on appelle les cureurs. Quand vous faites de la rénovation énergétique, vous avez une entreprise qui va venir. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va démonter. Donc, elle va enlever du BA13, elle va démonter des tuyauteries, des radiateurs, elle va démonter des cloisons, elle va démonter des dalles de plancher. Et ben, il faut que nous, on arrive à structurer des entreprises de réemploi qui vont soit réemployer quand possible. Et typique, quand j'ai une dalle de plancher que j'arrive à réutiliser où il y a juste un petit cerclage à faire autour et je peux la remettre sur un autre chantier, bah là, j'ai une empreinte carbone négative qui est tout à fait intéressante. Et donc là, on voit les premières structures qui se mettent en place. Et ces structures-là, on réfléchit avec pas mal de gens pour les emmener aussi sur le segment du particulier et faire qu'on déploie des réseaux qui permettent aussi à monsieur, madame, tout le monde, dans le cadre de ces travaux de rénovation, tout simplement d'aller apporter les matériaux qu'il a démontés chez lui en espérant qu'on leur trouve à un moment ou à un autre une seconde vie. Bien évidemment, on essaye de viser un certain nombre de labels, comme aujourd'hui, on a une filiale de coworking qui s'appelle Morning, qui se bagarre matin, midi et soir pour essayer d'être labellisé B Corp, ce qui entraîne pour elle plein d'effets, plein de sujets de traitement, mais c'est très bien. On continue. Et puis, on a annoncé, nous, en tout cas, qu'on allait modifier notre trajectoire carbone pour tenir degrés, alors qu'effectivement, sur le rapport du GIEC, on a beaucoup plus, ce qui va, là encore, entraîner plein d'effets de bord. Pour revenir sur la partie logement, aujourd'hui, on est un administrateur de biens, un gros syndic de copropriété. Et c'est vrai que pour nous, la première difficulté, c'est faire de la pédagogie auprès des syndics de copropriété, puisqu'au final, nous, on est une machine administrative à leur service qui faisons ce que eux nous demandent de faire. On a bien sûr un devoir de conseil, donc on essaye d'expliquer la réglementation, comment elle évolue. On essaye d'expliquer les dispositifs fiscaux qui peuvent accompagner tout ça. Mais in fine, le premier problème, c'est de mettre tout le monde d'accord. Et là, on en revient à l'expérience client, une fois encore, quelque part. Comment on arrive à faire de la pédagogie pour dire à un syndic de copro, oui, votez tous ensemble parce qu'il faut faire du ravalement de façade, parce qu'il faut réisoler correctement les combles, parce qu'il faut travailler sur les trous énergétiques dans les sous-sols, parce qu'il faut changer les chaudières, etc., 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 etc. Et c'est vrai que là, on touche au portefeuille et que dans les syndics de copro, on a des gens qui peuvent et puis on a objectivement parfois des gens qui ne peuvent pas. Donc ce travail-là, on le mène. On a créé des équipes coach rénovation qui se déplacent et qui vont évangéliser, passez-moi l'expression, les syndics de copro sur ce qui est possible de faire. On leur présente des acteurs comme ceux qu'on vient d'entendre qui peuvent les accompagner. Nous, on a beau être présents dans plein de segments. Il y a beaucoup, effectivement, de jeunes entreprises qui arrivent avec plein d'idées. Et puis, une génération de chefs d'entreprise qui portent ça, je crois, comme quelque chose pour eux de naturel et d'obligatoire. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, avec Hublot et Chaka, on a deux exemples d'entrepreneurs qui sont dans cette veine-là et qui essayent d'amener ça dans leur bagage. On espère que ça continuera. Ça nous force, nous aussi, une fois de temps en temps, à nous réinterroger sur nos propres modèles et parfois être suiveurs, mais c'est très bien. Et puis, on continue à former de plus en plus de gens chez nous en espérant que tout ça se propage et se poursuive. Alors,
Très concrètement, hein, on a formé beaucoup de nos collaborateurs sur la rénovation énergétique pour qu'ils sachent tout simplement l'expliquer, faire de la pédagogie. On fait des ateliers de sensibilisation dans les copros pour essayer d'expliquer aux gens ce que ça veut dire, comment ça se passe, à quoi ils ont droit. Et puis, on continue en participant à des webinaires comme aujourd'hui. Et puis, en étant à la manœuvre et en sourçant tout le temps des nouveaux partenaires, des entreprises capables de monter au créneau. Alors, on a eu le remboursement des combles à 1 euro. On a effectivement un certain nombre d'aides qui arrivent. Maintenant, sur les chiffres qu'on a, une fois encore, il ne faut pas se tromper. Les aides, ça représente à peu près 20% du coût des travaux. Sous-entendu, les 80% restants, à la fin du jour, c'est quand même bien le propriétaire qui les paye. Donc, mais là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Simon. Je pense que ceux qui ne le font pas se trompent. C'est-à-dire que c'est une économie de court terme. Mais à la sortie, sur la valeur du bien, il n'y a aucun débat. D'ici une dizaine d'années, grand maximum, un bien qui est de mauvaise qualité aura une vraie dégradation de prix de marché, même dans un marché tendu. Donc, je ne peux que vous inciter, moi, à faire fort d'aller dans cette démarche de rénovation. Et peut-être au contraire se dire que là, on a la chance d'avoir le plan de relance, donc il y a quand même quelques aides. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Il faut peut-être quand même en profiter. Ok, parfait. Merci, merci François. On va prendre quelques questions, donc vous pouvez les écrire sur le chat. En regardant, il y a également eu des sondages, donc il y a des sondages sur lesquels il n'y a eu aucun débat, dans le sens où vous pensez que le rôle du gestionnaire va forcément évoluer. Et je pense que d'ailleurs, ça va évoluer avec une amélioration pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui, dans pas mal d'aspects du rôle du gestionnaire, il y a quand même beaucoup de tâches répétitives sur lesquelles il n'y avait pas eu forcément de réflexion importante. Et j'espère notamment que la numérisation va permettre d'éviter d'avoir trop de papier qui se traîne. Également, vous constatez que les gens sont évidemment prêts à faire un investissement locatif, et ça, c'est assez marquant. Et c'est ça que je pense qui est le plus intéressant dans l'immobilier, c'est qu'en dehors d'être un aspect très physique qu'on vient de parler, c'est également un élément important du patrimoine des Français. Et ça, je pense, se renforce même avec aujourd'hui les thématiques autour de l'inflation et le retour de l'inflation, avec le fameux investissement dans la pierre. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, même pour des gens qui n'ont pas forcément le patrimoine permettant d'acheter un bien en propre complet, de pouvoir participer en achetant soit des parts, soit en mettant des investissements dans des tickets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur la thématique de la rénovation énergétique et sur le fait est-ce que c'est rentable ou non, on voit qu'il y a certes une majorité qui pense que c'est rentable, mais que c'est toujours un débat. Et je pense que un des grands enjeux qu'on a aujourd'hui sur la rénovation énergétique, c'est d'arriver à avoir un accompagnement fiable et une plus grande transparence. Ça reste aujourd'hui, je trouve, un élément qui reste assez compliqué, en particulier, je pense, pour des individus, puisque donc Simon a qualifié de jungle, mais je rejoins un peu. On est un peu perdu et comme Simon et François l'ont montré, il faut un accompagnement. C'est une thématique sur laquelle il y a une vraie expertise à avoir. C'est pas forcément plus coûteux d'avoir recours à cette expertise, mais le problème, c'est qu'il faut avoir un réseau de confiance et c'est souvent une problématique assez importante. On vous a mis aussi les pages de contact, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez visiter les sites, vous avez les emails des deux intervenants, François et Simon. Comme je vous l'ai dit, si vous avez également des sujets sur lesquels vous souhaitez aborder dans des webinaires prochains, vous n'hésitez pas, vous me le mettez soit là dans le chat, soit vous pouvez m'envoyer un email et on essaiera d'organiser ça et on vous enverra le support de la présentation et le replay sera bien évidemment disponible sans aucun problème. Il y a comme avec la data, et là encore, toi Flavien, tu en parles presque mieux que moi. Hein. Nous, on a pris des parts dans une boîte qui s'appelle Intent Technologies qui va nous permettre quand même au fur et à mesure de monitorer non plus en temps différé, c'est-à-dire à l'arrivée des factures, mais en temps réel les consommations sur une fuite d'eau. Moi, j'ai un parcours public-privé, j'ai passé 10 ans à la ville de Paris. Quand vous vous rendez compte d'une fuite d'eau parce que vous avez une facture qui arrive trimestrielle, en réalité, ça fait peut-être 3 mois que la fuite existe. Et là, bien évidemment,
évidemment, c'est la catastrophe financière parce qu'il faut payer la facture, et puis 2, c'est la catastrophe entre guillemets écologique parce qu'en attendant, votre eau, elle est partie un peu n'importe où. Aujourd'hui, avec de la capacité, avec des nouveaux systèmes, avoir de la data en temps réel dite chaude, on va être capable de détecter très rapidement qu'il y a une consommation de mètres cubes du bâtiment qui est anormale et de programmer une intervention beaucoup plus rapidement qu'avant. On arrive quand même enfin à interconnecter, par exemple, les ascensoristes entre eux pour détecter des pannes plus vite et donc faire des interventions plus vite. On arrive à mieux monitorer la consommation d'énergie. Pendant longtemps, un des problèmes des gens aussi, c'est qu'ils ne se rendaient pas compte. L'énergie coûtait pas cher, ils ne se rendaient pas compte. Moi, on peut faire le meilleur bâtiment du monde. Si vous décidez de chauffer chez vous en laissant les fenêtres ouvertes toute la journée, il y a un moment, le même bâtiment, en fonction de la manière dont vous allez l'utiliser, il va consommer un rapport de 1 à 2 fois plus d'énergie. On a et donc sur ces sujets-là, le monitoring de la data temps réel va quand même nous aider aussi à avancer, en plus bien évidemment de la partie travaux énergétiques, sur laquelle je ne reviens pas, mais à démontrer en tout cas l'intérêt et les effets réels. Sur la rénovation énergétique, il y a une espèce de culture nationale qui se dit, ouais bon, en fait ce que vous voulez c'est me vendre une nouvelle chaudière, donc une fois que je l'aurai installée, je vais payer le même prix qu'avant. Moi je comprends que les gens pensent ça parce qu'à titre personnel, j'ai pu avoir ce type de raisonnement-là. En monitorant de la data, on va pouvoir aussi mieux démontrer aux gens qu'effectivement, il y a une réalité qui est que leur consommation de kilowattheures ou de gaz, c'est tant, et que, in fine, s'ils changent, la différence, elle est réelle et elle est mesurable. Alors parfois, elle est un peu pénible parce que l'augmentation des prix fait que ce que vous avez économisé à gauche, vous perdez à droite. Mais en réalité, si vous aviez rien fait, vous auriez bien eu une mécanique inflationniste sur vos prix de consommation énergétique. Et donc ça, c'est pareil, c'est le débat sur les combles et ainsi de suite. Donc voilà, donc on a pas mal de startups qui sont en train d'arriver et de solutions digitales qui vont tous nous aider. Et puis alors effectivement, là Flavien, c'est ta spécialité, je ne parle même pas de la destruction massive de tous les papiers qui nous empoisonnent la vie les uns et les autres, dont on peut espérer que quand même, doucement mais sûrement, le secteur soit en train de les traiter, de les automatiser, même si bien évidemment, pour les consommateurs, c'est toujours trop lent. Oui, et après moi je fais partie des personnes qui considèrent qu'au final une réglementation permet beaucoup de choses en termes d'innovation et qu'au final au lieu d'être une contrainte, c'est souvent un moyen énorme d'accélération. Et là je considère qu'en fait on est aujourd'hui dans un moment où on peut permettre d'accélérer. Et je suis très content qu'il y ait Shaka et Nexity, puisque je pense aussi que la résolution des grands enjeux passera par la création d'un écosystème de toute taille et de toute typologie d'offres, et que c'est plutôt en travaillant en collaboration sur pas mal de sujets qu'on arrivera à créer ce sujet. Enfin, l'enjeu est tellement important, le marché est tellement large, qu'en fait, aujourd'hui, je crois beaucoup au fait que la valeur ajoutée que peut créer un acteur, c'est sa capacité à collaborer avec d'autres, et non pas individuellement, parce qu'en fait, individuellement, comme pour pas mal de sujets, on n'arrivera pas à grand-chose. Et peut-être pour une petite note sur ce qu'a dit François, parce que je suis entièrement d'accord. La réno énergétique, on en parle souvent du point de vue technique, et bien sûr, il y a de la technique d'isolation, de remplacement de fenêtres, de pose de ventilation, de changement de système de chauffage. Mais il y a quelque chose qu'on néglige souvent, c'est l'usage et comment est-ce qu'on fait pour que le locataire, l'usager ou le propriétaire habitant, il ait un bon usage de sa maison et qu'il surconsomme pas parce que simplement il n'en a pas conscience, en fait. Et pour moi, l'intégration de la data et petit à petit de meilleurs systèmes de pilotage aussi va donner un nouveau rôle aux gestionnaires locatifs vis-à-vis des locataires, de les sensibiliser et de communiquer avec eux sur leurs usages pour leur expliquer est-ce que leur usage du bâtiment est bon aujourd'hui ou est-ce qu'ils pourraient diminuer leurs coûts en ayant un meilleur usage du bâtiment. Donc c'est pour moi un énorme sujet parce qu'on peut faire effectivement le meilleur du monde en termes de réno énergétique ou de bâtiments basse consommation neufs. Si derrière les gens ne sont pas sensibilisés à comment bien les utiliser et qu'on les accompagne pas là-dessus, on aura toujours des performances énergétiques qui seront pas si bonnes, quoi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous. Vraiment, merci pour ceux qui nous ont suivis. Merci à Simon et François. Merci de Et l'invitation. au plaisir d'échanger. Et puis, très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Et À preneur de bientôt. tous vos conseils, de toutes vos remarques, parce que vous êtes tous aussi experts que nous, quelque Ouais, part. c'est vrai. Donc on attendra les retours auprès de Flavien. On viendra voir ce que vous nous proposez. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt.